Alors le voilà, l'Avata 360 de DJI, il était très attendu ce drone. En guise d'introduction, je peux vous dire qu'en termes de qualité d'image, que ce soit au niveau de l'assemblage, du stitching, des flares ou de la qualité générale, on a vraiment une très bonne qualité d'image. C'est la meilleure qualité d'image que j'ai pu essayer sur un drone 360 degrés. Maintenant, c'est un nouveau concept pour DJI, c'est le premier de la gamme. Et en général, les premiers modèles essuient un petit peu les plâtres. Il vaut mieux attendre les deuxièmes versions pour avoir quelque chose d'optimum. Est-ce que c'est le cas avec cet Avata 360? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir justement dans cette vidéo. Alors le concept original, puisque c'est une caméra double objectif qui va pivoter et qui va permettre de filmer à la fois donc soit en mode standard avec un seul objectif, soit lorsqu'il décolle, il va basculer en mode 360 degrés et du coup on va avoir deux objectifs sphériques, donc un au-dessus, un au-dessous, et on va avoir donc une image qui va être assemblée et qui va permettre de réaliser des prises de vue à 360 degrés. Mais si on veut basculer avec un seul objectif, on va pouvoir également filmer en 4K à 60 images par seconde avec un objectif unique. Donc ça, c'est un concept plutôt intelligent, mais également pour protéger les objectifs lorsque le drone se pose. Avec ce drone, pas mal de nouveautés, dont un nouveau landing pad très pratique, merci DJI. On a la possibilité de le piloter avec la radiocommande avec écran ou alors en immersion avec le masque. On le verra en détail tout à l'heure. C'est un drone qui pèse 455 grammes, donc un peu moins de 500 grammes. On a un drone homologué de classe C1. Il est quand même plus encombrant et un petit peu plus costaud que l'Avata deuxième génération. Donc on verra en détail dans une vidéo dédiée, un comparatif entre l'Avata 2 et l'Avata 360. Donc bien sûr la caractéristique, c'est cette caméra pivotante sur le devant. On a la détection d'obstacles, donc lidar sur l'avant, détection optique avec des caméras supplémentaires et dessous on a un capteur infrarouge pour la hauteur par rapport au sol. Et on a une détection d'obstacles à 360 degrés, mais comme on n'a pas de capteur à l'arrière, cette détection d'obstacles, elle va fonctionner avec les caméras de prise de vue. Donc la petite particularité, c'est lorsqu'on filme en mode 360 degrés, on a une détection d'obstacles omnidirectionnelle, mais lorsqu'on va basculer sur l'objectif unique, lorsqu'on filme vers l'avant uniquement, on aura la détection d'obstacles uniquement sur l'avant. Alors petit reproche que je pourrais faire au niveau de la détection d'obstacles, c'est que malgré le lidar, malgré tous ces capteurs, eh bien, j'ai quand même réussi à me prendre des arbres. Alors heureusement, on a une protection complète au niveau des hélices. Donc c'est un drone qui est caréné, donc qui est costaud et qui permet justement, lorsqu'on passe dans des branches notamment, de pouvoir s'en sortir sans que les hélices soient endommagées ou que les moteurs s'arrêtent, comme ça pourrait être le cas sur un Mini 5 Pro par exemple. Donc c'est une sécurité supplémentaire. La détection d'obstacles n'est pas infaillible, surtout sur les petits obstacles. L'avantage, c'est que ces protections d'hélice, elles offrent un gage de sécurité supplémentaire lorsqu'on vole près des personnes, notamment dans les modes de vol suivis. Donc c'est costaud, robuste, ça protège bien le drone et en plus c'est une sécurité supplémentaire. À l'arrière, on va trouver le même système de batterie comme l'Avata 2, donc qui viennent s'enfiler à l'intérieur du drone. On a des batteries qui nous permettent une durée de vol annoncée de 23 minutes maximum par DJI. En réalité, on est plutôt aux alentours de 18 minutes maximum. Je crois que c'est mon record en termes de temps de vol, en repoussant un petit peu les limites. Et si on respecte les différentes étapes de retour à la maison, donc de RTH en cas de batterie faible, on est plutôt aux alentours de 15 minutes de vol effectif, ce qui n'est pas énorme pour un drone de ce type-là. Maintenant, il est quand même assez conséquent, c'est un gros bébé. Donc forcément, et plus on va aller voler vite, et moins on aura d'autonomie bien sûr. En termes de vitesse maximum, on est aux alentours de 65 km/h en mode sport. Et on va le voir parce qu'on a différents modes de vol. Comme je le disais tout à l'heure, on peut voler avec la radiocommande ou avec le motion controller. Mais l'avantage, c'est qu'avec le hub de chargement, si on choisit un pack combo avec donc les 3 batteries, on peut les recharger de manière simultanée et en 47 minutes, je crois qu'on a une batterie pleine pour pouvoir revoler. En fonction du chargeur, vous allez pouvoir utiliser un chargeur 65 watts ou 100 watts pour charger donc simultanément les 3 batteries. Alors sous le drone, on va voir le label, donc la classe C1, il est donc classe CE européenne et en plus il a la classe UK, donc pour la classe spécifique pour l'Angleterre. Et on a un drone qui est homologué normalement pour 81 décibels. Et ça, c'est un de ses plus gros inconvénients selon moi, c'est que je trouve que c'est un bruit qui est assez strident, assez bruyant, plus dérangeant qu'un Avata 2. Donc ça peut être pour moi vraiment quelque chose de bloquant s'il y a du monde. Parfois, je me suis dit, j'espère vraiment être tout seul parce que je trouve qu'il fait quand même beaucoup de bruit. Si on le compare notamment à l'Avata 2 ou un Mini 5 Pro, eh bien c'est quand même assez bruyant.
L'avantage des protections d'hélice, c'est qu'on peut également le poser dans la main assez facilement, de manière relativement sécurite si on fait bien attention. Au niveau de la caméra, donc, on a deux capteurs. Donc, ce sont des capteurs de 1 sur 1,1 pouce, la même chose qu'on peut trouver sur l'Osmo 360 degrés. Donc, on peut filmer en 4K sur chaque capteur, donc on a de la 8K, on peut filmer jusqu'à 60 images par seconde en HDR. On a également des formats inférieurs, donc en 360 degrés, donc on peut filmer en 8K, en 6K. Lorsqu'on utilise un seul objectif, donc en vision unique, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. On peut prendre des photos panoramiques à 360 degrés jusqu'à 120 mégapixels, puisque chaque capteur, je crois, équivaut à 64 mégapixels. Et bien là, on aura une prise de vue unique à 360 degrés de qualité. En prise de vue 360 degrés, on va pouvoir prendre donc des photos au format JPEG ou au format RAW, DNG. Mais pour ma part, je n'ai pas réussi à ouvrir les fichiers en 3 dimensions lorsqu'ils étaient au format DNG. Alors peut-être que c'est un problème d'exif ou de logiciel qui n'est pas encore actualisé au moment où j'enregistre la vidéo, mais que ce soit Photoshop ou Lightroom classique, je n'ai pas réussi à exploiter les formats DNG en mode 360 degrés en 3 dimensions. Ce qui est assez marrant, c'est que cet objectif il pivote, mais en vol, lorsqu'on filme à 360 degrés, en fait, on peut faire des mouvements de caméra avec la radiocommande. On va voir l'inclinaison, donc la vue caméra qui va évoluer, mais lui, donc l'objectif ne va pas bouger. Donc c'est vraiment l'image 360 degrés. Le retour vidéo, c'est ce qu'on va donc choisir, mais lui au niveau de l'objectif, ça ne va pas bouger. D'ailleurs, lorsqu'on fait du suivi par le devant, lorsque le drone vous suit par devant, et bien en fait lui il va dans sa direction puisque l'image en fait elle va être juste cadrée à l'arrière du drone, mais le drone lui il va se déplacer vers l'avant. Donc voilà, c'est vraiment l'optimisation et l'utilisation de l'image à 360 degrés, et ça c'est un avantage, c'est que du coup on peut faire différentes prises de vue avec un seul vol. Il suffit de faire un vol sur une seule trajectoire et après au montage, que ce soit sur l'application mobile ou sur le logiciel ordinateur DJI Studio, on va pouvoir placer des points clés et choisir donc des cadrages. On va pouvoir zoomer, dézoomer, donc différentes possibilités, et c'est ça l'avantage d'un drone à 360 degrés. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu réticent parce que du coup c'est un petit peu plus de travail en post-production. Mais je viens de réaliser en fait en utilisant cet avatar 360 que la 360 degrés, on n'a pas besoin de faire des mouvements hyper complexes, de mettre des points clés partout. L'avantage, c'est qu'on peut faire juste une prise de vue. Eh bien, on va choisir soit la prise de vue vers l'avant, soit la prise de vue vers l'arrière. Et donc, on aura déjà deux plans de vue, deux prises de vue différentes avec un seul vol. Donc, c'est polyvalent et c'est pas si contraignant en termes de post-production. On peut aller vers quelque chose d'assez simple. Alors en revanche, le module caméra, il est quand même assez imposant, donc il va falloir faire attention aux deux lentilles, donc 360 degrés. C'est pour ça que lorsqu'on décolle, il est positionné de manière à avoir la lentille unique vers l'avant pour protéger donc les deux lentilles. Et hop, dès qu'il est en l'air, il va basculer en mode 360 degrés. Et lorsqu'on va basculer d'une prise de vue unique à une prise de vue à 360 degrés, eh bien c'est l'ensemble donc de la caméra qui va pivoter. Alors il faudra quand même faire attention avant chaque décollage à bien nettoyer les objectifs parce que les moindres traces de doigts ou de poussière, ça peut éventuellement provoquer des flares ou une dégradation de l'image, surtout face au soleil. Donc il faudra bien prendre soin de ces objectifs. Et d'ailleurs en cas de crash, c'est quand même assez exposé. Donc je dirais que c'est un drone qui est bien protégé physiquement, mais son point faible, eh bien, ça va être ces deux caméras parce que ça reste quand même des lentilles bombées qui peuvent être exposées aux rayures notamment. Donc dès que j'ai fini de voler, je remets la protection de la nacelle qui protège efficacement les lentilles, mais même l'ensemble du bloc, qui peut être à mon avis la partie sensible de ce drone-là. La bonne nouvelle, c'est que ces objectifs ils sont interchangeables soi-même. Donc via un kit dédié, on peut changer les objectifs si elles sont rayées, cassées ou abîmées, via un kit dédié que DJI vend séparément. On est sur un protocole de transmission OcuSync 4+, donc on est en FCC à 20 km de transmission et en norme CE, donc européenne, on est jusqu'à une portée annoncée de 10 km théorique bien sûr. Alors ce qu'on peut voir également sur l'application, c'est qu'on a un module 4G a priori intégré, contrairement aux autres drones où il fallait l'acheter séparément et donc l'intégrer à l'intérieur du drone. Là, j'ai l'impression qu'il est de série compris dans le drone. En revanche, il n'est pas disponible dans tous les pays du monde et ça nécessitera une activation via un abonnement payant. Donc à préciser, mais si c'est le cas, pour les zones encombrées, par exemple à l'intérieur d'une maison, ça peut être quelque chose d'intéressant pour sécuriser encore plus la connexion entre le drone et la radiocommande. Donc on va pouvoir l'utiliser avec la DJI RC2 avec écran, la DJI RC N2 ou N3 donc avec un smartphone.
On va pouvoir le piloter également avec le motion controller, mais ce sera uniquement lorsqu'il sera associé à des goggles, donc les goggles 3 ou les goggles N3. On pourra également le piloter avec la DJI RC FPV, mais au moment où j'enregistre les vidéos, on n'aura pas de mode manuel, on ne pourra pas le piloter en accro, on n'aura que le mode normal ou le mode sport. Alors j'espère que ça arrivera avec des mises à jour, mais en tout cas au moment de sa commercialisation, on n'aura pas ce mode manuel et ça c'est vraiment dommage. Donc pour voler en immersion avec l'Avata 360, on pourra utiliser donc cette radiocommande, le motion controller, mais le masque ne sera pas fait pour être utilisé en tout cas avec les autres radiocommandes type RC2 avec l'écran par exemple. Parce que ça aussi, ça pourrait être son inconvénient actuellement sans ce mode manuel. C'est lorsqu'on l'utilise, donc que ce soit avec le motion controller ou avec la radiocommande, eh bien on ne peut pas faire de plan dive, c'est-à-dire on ne peut pas faire plonger le drone puisque lorsqu'on descend, que ce soit encore une fois avec l'un ou l'autre, eh bien le drone il va descendre verticalement. On n'aura pas cet effet plongeant qu'on peut avoir en FPV. Donc je croise vraiment les doigts pour pouvoir obtenir le mode manuel avec la radiocommande FPV V3. Même si commercialement, c'est certainement pas forcément ce que attend le grand public pour l'utilisation de ce drone-là, puisque lorsqu'on l'utilise avec le motion controller ou avec la radiocommande, on a déjà quand même pas mal de possibilités. Alors, même s'il a un air de famille assez proche avec le Neo, c'est pas un drone autonome. Pour le faire voler, on va être obligé d'utiliser une radiocommande. On ne pourra pas le faire voler avec l'application ou sans smartphone. Il faudra impérativement qu'il soit connecté et piloté via une radiocommande. Lorsqu'on l'utilise avec le motion controller, c'est très intuitif et c'est immersif. Donc c'est sûr qu'on a l'impression de vivre un petit peu plus le vol que lorsqu'on l'utilise avec la radiocommande. Avec le motion controller, on va pouvoir également naviguer dans les menus. Donc ça reste sur quelque chose qu'on connaît avec l'interface DJI. Donc il suffit de pointer le curseur pour déployer les différents menus, accéder aux paramètres de prise de vue. Donc c'est relativement intuitif. On a pas mal d'informations donc sur l'écran. Pour décoller, c'est un appui double pour mettre les moteurs en route. Et on va maintenir appuyé et le drone va se mettre en l'air tout seul. La caméra est passée en mode 360 degrés. Et après, je vais pouvoir faire donc des mouvements pour faire pivoter le drone sur le lacet ou alors avec le joystick sur le roulis. Je peux monter également avec le joystick, mais je peux le faire également en pointant vers le haut ou vers le bas. Je peux reculer avec la gâchette. On a le bouton pause pour mettre le drone en stand-by en l'air sur un point fixe. Et on va pouvoir également donc avoir le mode normal et le mode sport pour avoir un petit peu plus de vitesse en mode sport. Mais attention, en mode sport, on n'aura pas la détection d'obstacles activée. Alors petite précision quand même, la détection d'obstacles en mode sport ne sera pas fonctionnelle, c'est-à-dire que le drone ne va pas s'arrêter. En revanche, on aura quand même les indications, que ce soit sur la radiocommande ou dans le masque. On aura les obstacles, que ce soit devant ou derrière si on est en mode 360 degrés. Donc on aura quand même les informations, mais le drone, lui, ne va pas s'arrêter face à un obstacle lorsqu'on est en mode sport. On peut également choisir différents plans de vue au niveau du champ de vision qu'on souhaite avoir à l'écran. Pour ça, il suffit de jouer avec la molette sur le côté du joystick. On a également la fonctionnalité Head Tracking qui permet d'orienter la caméra en fonction donc, de vos mouvements de la tête. Alors, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'en fonction de la trajectoire du drone, si vous regardez à un autre endroit, on va avoir la trajectoire dans le petit carré en haut à gauche qui va nous donner donc la vue vers l'avant du drone et nous, avec la tête, on va pouvoir pivoter et regarder où on le souhaite. Et même avec le masque et le motion controller, on peut faire du suivi. Donc on va passer en mode suivi, on va cadrer le sujet, on appuie donc sur le bouton du joystick et là on va avoir le suivi de la personne. On va pouvoir déplacer le drone. Et lui, il va tout le temps rester cadré donc, sur la personne. Donc ça, c'est pareil, c'est super intuitif. Ça permet de faire des mouvements type FPV tout en suivant par exemple un vélo, une voiture, un véhicule, un bateau. On a toutes les indications sur le tableau de bord, donc que ce soit le petit écran avec la cible qui est traquée et les autres indications au niveau de la navigation. On a aussi la possibilité d'avoir un mode accro avec le motion controller, donc ça va permettre de faire des figures préprogrammées.
que ce soit en déplacement ou en statique. Donc on a le drift qui nous permet de faire un virage à 180 degrés sur l'axe de la serre, on a le mode virage qui va nous permettre de faire des mouvements donc, de rotation sur l'axe du roulis ou sur l'avant ou l'arrière, et on a le nouveau mode, c'est le juke roll, qui permet de faire un mouvement un petit peu original. Donc tout ça c'est préprogrammé, il suffit d'appuyer donc sur la touche. C'est un peu mécanique, c'est pas aussi naturel que si on le faisait avec une radiocommande en pilotage manuel, mais ça permet de s'amuser un peu et de faire des figures un petit peu originales. Et bien sûr, on a toutes les assistances en vol, comme le RTH en cas de batterie faible, donc que ce soit avec les goggles ou avec la radiocommande. Donc là, il vient se poser tout seul. Le RTH programmé, donc soit on appuie sur la touche pour le ramener de manière autonome. Il va pouvoir mémoriser sa trajectoire et faire un retour à son point de décollage même s'il n'a pas capté tous les satellites. Donc ça, on le connaissait déjà sur les derniers drones DJI qui étaient sortis. On a le RTH dynamique qui va nous permettre de ramener le drone à l'endroit où se situe la radiocommande. Donc pas mal de fonctionnalités au niveau de la sécurité avec ce drone-là. Lorsqu'on l'utilise avec les goggles et le motion controller, on va pouvoir donc faire de la vidéo à 360 degrés, on va pouvoir faire des prises de vue photo à 360 degrés, on va pouvoir filmer en 4K avec l'objectif unique. On aura, lorsqu'on est en mode 360 degrés, donc la fonctionnalité suivi, qui va nous permettre donc de suivre des véhicules, des personnes, des bateaux. Lorsqu'on l'utilise avec la radiocommande, on va avoir des fonctionnalités supplémentaires comme les quick shots qu'on va pouvoir réaliser donc avec la radiocommande. On aura les modes de suivi, on va pouvoir faire des points d'intérêt, on aura un mode personne ou véhicule dédié, on va pouvoir suivre des vélos ou des skieurs. Donc au niveau des fonctionnalités, je trouve ça bien pour un drone à 360 degrés de pouvoir le piloter avec la radiocommande parce qu'on n'a pas forcément l'envie et le budget de voler avec un masque en immersion. D'autant plus qu'en termes de réglementation, lorsqu'on vole avec le masque, il faut un observateur à vos côtés. Donc l'avantage de pouvoir le piloter avec la radiocommande, c'est que vous pouvez bénéficier des fonctionnalités 360 degrés. Sur le retour vidéo, on va pouvoir choisir l'angle de prise de vue, mais de toute manière, ce qui va être enregistré, c'est à 360 degrés et on va choisir en post-production au montage la prise de vue qu'on souhaite cadrer ou qu'on souhaite réaliser. Donc c'est plutôt pas mal. On peut l'utiliser également avec l'objectif unique en 4K lorsqu'on l'utilise avec la radiocommande. Donc c'est deux usages un petit peu différents, soit le côté vraiment immersif, très intuitif avec donc le masque sur les yeux, ou soit le mode drone standard entre guillemets avec la prise de vue à 360 degrés. Alors l'image à 360 degrés, ça prend quand même de la place en termes de stockage. Donc on a un stockage interne de 42 Go, mais je vous conseille quand même de prendre une carte micro SD pour pouvoir enregistrer vos rushs, donc dans l'emplacement sur le côté du drone. En sachant que moi j'essaye de privilégier des prises de vue assez courtes parce qu'encore une fois c'est quand même du traitement en post-production, de l'espace de stockage. Lorsque vous filmez avec le masque, donc ça peut se paramétrer, mais à partir du moment où le drone décolle, il va enregistrer. Si vous faites 15 minutes de vol complet et si vous enregistrez en 8K à 360 degrés, ça va faire des fichiers assez lourds et pas forcément faciles après à dérocher. Donc c'est pour ça que moi j'essaye vraiment de faire des petites prises de vue, de mémoriser les plans que je souhaite faire avant de décoller et de réaliser justement l'enregistrement uniquement quand je commence mon plan pour éviter d'avoir des rushs quand même trop lourds à gérer après en espace de stockage sur mes différents ordinateurs. Après, pour traiter les images, on a donc l'application DJI Fly qui nous permet d'orienter la caméra. On peut gérer les vues à 360 degrés, donc sans problème, pour les exporter directement sur les réseaux sociaux. Ça se fait assez facilement. On peut mettre des points clés, choisir l'orientation et avoir des mouvements fluides, que ce soit au niveau des transitions. On peut même gérer les réglages, que ce soit au niveau de la stabilisation. On peut activer, désactiver Rocksteady. On peut gérer la colorimétrie. On peut même suivre des sujets en post-production, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas forcément fait à la prise de vue, mais après on peut traquer un sujet et le faire au montage donc, via le logiciel. Après, il faudra exporter donc, cette séquence vidéo, mais on ne pourra pas faire un montage complet. Il faudra repasser après dans un logiciel de montage. Par exemple, sur DJI Studio, on ne peut pas faire des marches arrière, inverser la vitesse. Donc voilà, c'est des choses qu'il va falloir faire en deux temps. D'abord, une sélection des rushs, du cadrage dans le logiciel DJI et après, exporter pour pouvoir l'intégrer dans votre montage vidéo standard comme une séquence basique. Donc c'est quand même un petit peu plus de temps en termes de traitement, en termes de post-production qu'un drone standard. Donc, définition d'image maximale lorsqu'on filme en 360 degrés, donc c'est 8K jusqu'à 60 images par seconde en HDR. On va pouvoir donc enregistrer en format H265. Lorsqu'on filme avec un seul objectif, on sera en 4K,
donc jusqu'à 60 images par seconde. On peut filmer en mode normal ou en D-Log, que ce soit avec l'objectif unique ou alors lorsqu'on filme à 360 degrés. L'objectif unique, c'est juste un plus. Par exemple, lorsqu'on est en hauteur et que la 360 degrés, ça ne s'impose pas forcément, ça permet quand même de faire un plan avec un fichier qui sera un peu moins lourd, donc un peu moins complexe aussi à traiter. Ou alors, pareil, c'est un fichier qu'on peut directement exploiter lorsqu'on filme avec l'objectif unique sans forcément passer par le recadrage en post-production. D'ailleurs, on a des fonctionnalités qui sont limitées lorsqu'on l'utilise avec un seul objectif. Donc on n'a pas la détection d'obstacles sur l'arrière ou sur les côtés. On n'a pas non plus le mode suivi, donc ça reste assez limité en termes d'usage avec l'objectif unique. Pour moi, c'est vraiment un drone qui est dédié donc à la prise de vue 360 degrés. On a une qualité d'image qui est vraiment correcte, je trouve, pour ce type de drone. Si je le compare notamment à son concurrent, donc l'Antigravity A1, je ferai une vidéo complète détaillée entre les deux. Mais c'est vrai que la qualité d'image est vraiment bonne. Au niveau de l'assemblage entre les deux prises de vue, donc celle du haut et celle du bas, donc le stitching, eh bien je trouve que c'est relativement efficace. Alors, si on a une luminosité un petit peu complexe, lorsqu'on est face au soleil, on va peut-être pouvoir voir des petites démarcations. Mais globalement, je trouve que la qualité d'image et l'assemblage est bien fait. Alors, on peut le gérer, on peut l'affiner encore une fois dans le logiciel. Mais voilà, on a une qualité d'image et un assemblage qui, pour moi, est relativement efficace et exploitable. On a une ouverture sur cet objectif donc de f1.9, donc qui est assez lumineux. En basse lumière, donc si on filme en 8K, on a une plage des ISO qui sera un petit peu moindre que si on filme dans des définitions d'image moins élevées, mais ça reste exploitable. Donc pour moi, c'est un drone qui a une très bonne qualité d'image. Je dirais même que l'avantage, c'est comme c'est un drone de classe C1, pour un usage professionnel, eh bien ça permet des vues immersives à 360 degrés, tout en ayant un drone homologué. On peut voler donc en catégorie ouverte, que ce soit donc en agglomération si vous êtes professionnel et si vous faites la demande. Donc ça permet un usage professionnel avec une vision originale et des mouvements dynamiques qui apportent quand même un plus à des séquences vidéo. Donc pour moi, qualité d'image, c'est validé, en sachant que la plupart du temps, avec des mises à jour logicielles, ça évolue, ça continue d'évoluer. L'autre avantage de la vue à 360 degrés, c'est que peu importe votre prise de vue, c'est au montage où vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez l'exporter au format vertical pour les réseaux sociaux, en 9/16e par exemple, ou alors au format paysage en 16/9 si vous souhaitez un format horizontal. Donc on fait une prise de vue et après on choisit le cadrage, le format. Donc c'est vraiment très polyvalent et c'est vrai que ça fait gagner du temps quand même au niveau de la prise de vue. Alors maintenant, si je compare la qualité d'image avec celle de l'Avata 2, je crois que je préfère la qualité d'image de l'Avata 2. Je trouve qu'on a une image un petit peu plus précise, un petit peu plus nette. Sur l'Avata 360, même si on a une image qui est un petit peu plus lumineuse, on a une meilleure plage dynamique, ce qui est normal du fait de son capteur qui est plus grand. Mais je trouve que l'image est un peu moins précise, un peu moins nette. On a un petit peu plus de bruit numérique, que ce soit en mode 360, traité, recadré dans le logiciel, ou en mode 4K avec l'objectif unique. Donc je préfère la qualité d'image de l'Avata 2, d'autant plus qu'on a la 4K 100 images par seconde sur l'Avata 2, ce qu'on n'a pas sur l'Avata 360. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo dédiée. Au niveau de la réglementation, c'est donc un drone de classe C1, donc on va pouvoir l'utiliser en catégorie ouverte pour un usage loisir ou professionnel si vous êtes professionnel en agglomération, notamment en effectuant donc les demandes préalables. Donc ça permet un usage polyvalent. On a un drone donc de plus de 250 grammes, donc on ne va pas pouvoir survoler de personnes. Ça va être toléré si c'est fait de manière non intentionnelle et non maintenue. Mais on va quand même pouvoir voler près des personnes. Avec les protections d'hélice, c'est aussi un gage de sécurité. Il va falloir avoir l'examen donc de catégorie ouverte A1, A3 pour évoluer avec ce drone. Il faudra bien sûr respecter les zones de la carte géoportail. Vol de nuit interdit, donc ce sera vol de jour uniquement. Si vous volez avec la radiocommande, vous pouvez voler tout seul. Si vous volez avec le masque en immersion, il faudra un observateur à vos côtés. Et ce drone est également équipé donc de l'identification à distance. Donc il faudra rentrer et afficher votre numéro de télépilote sur ce drone-là. Mais à part ça, voilà, ça reste un drone qu'on peut faire évoluer en catégorie ouverte. On a bien sûr la fonctionnalité Quick Transfer qui va nous permettre de transférer les rushs directement du drone sur l'application DJI Fly sur le smartphone pour traiter vos rushs et les partager rapidement. La fonctionnalité Quick Transfer va pouvoir se faire lorsque le drone est éteint, lorsqu'il est en mode veille et qu'on aura activé la fonctionnalité. Ça consomme un petit peu de batterie, mais ça permet de transférer vos rushs, même lorsque le drone est éteint dans votre sac par exemple. Alors maintenant, si on fait le bilan des points positifs de ce drone, eh bien, on a déjà son tarif, 719 € en version avec la radiocommande RC2, moins de 1000 € en pack Flymore Combo suivant les options que vous allez choisir et 459 € en version seule. Donc si vous avez déjà du matériel compatible radiocommande ou Google,
Ça en fait un très bon compromis. On a un drone de classe C1, donc que ce soit en loisir ou en professionnel, on va pouvoir l'utiliser en catégorie ouverte. On a une bonne qualité d'image, c'est la meilleure qualité d'image que j'ai pu tester à ce jour sur un drone 360 degrés. On a l'avantage de pouvoir faire des prises de vue originales qu'on ne pourrait pas faire avec un autre type de drone, notamment en termes de suivi ou quand on fait du proxy. Et bien sûr, on aura tous les avantages de la technologie DJI qu'on connaît, comme le RTH, la détection d'obstacles, les fonctions de vol intelligents, la gestion des batteries. Tout ça, c'est une sécurité supplémentaire à l'usage. Maintenant, on a aussi des inconvénients. On a un drone qui est bruyant, ça peut être gênant parfois. On a une autonomie qui n'est pas monstrueuse non plus et on a une qualité d'image qui ne sera pas à la hauteur d'un drone stabilisé type Mini 5 Pro, R3, R3S par exemple. Même si on utilise l'objectif unique, on n'arrivera pas à une qualité d'image comme on pourrait l'avoir sur un drone stabilisé. Et surtout, on n'a pas de mode accro, on ne peut pas le piloter en mode manuel au moment où j'enregistre la vidéo. Et ça, c'est vraiment dommage. Peut-être que ça arrivera avec des mises à jour. En tout cas, je l'espère vraiment. Mais ça va dépendre de DJI. Et surtout, l'image à 360 degrés, ça demande du temps de traitement supplémentaire puisqu'il va falloir recadrer dans le logiciel dédié et ensuite l'importer dans le logiciel de montage. Et ça demande de l'espace de stockage et des machines récentes et puissantes pour traiter les images à 360 degrés qui sont des fichiers quand même assez lourds. Donc tout ça, c'est beaucoup plus contraignant en termes de traitement et en termes de temps de post-production qu'un drone stabilisé standard. Et va se poser également la question des filtres ND parce que sur un objectif bombé à 360 degrés, c'est toujours délicat de positionner des filtres ND sans dégrader la qualité d'image. Alors maintenant, pour répondre à la question sur ce nouveau concept pour DJI, est-ce que la première version c'est la bonne ou est-ce qu'il vaut mieux attendre une deuxième version plus aboutie? Moi en tout cas, j'en suis satisfait. On a une très bonne qualité d'image, on a un drone polyvalent qu'on peut piloter à la fois avec la radiocommande en visuel ou avec le masque en immersion. Maintenant, est-ce que la prise de vue à 360 degrés, c'est l'avenir de la prise de vue aérienne en drone? J'en suis pas sûr, mais ça c'est plus à vous à me répondre en commentaire. Je vous mets bien sûr dans la description le lien vers les différents packs disponibles et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!